Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale Point de rencontre tournée à partir du rond-point Kipwanza le 24 mars 2019 à l'occasion du cinquantenaire de la mort du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, j'ai cité. Nous sommes là pour vivre pour vous la cérémonie de commémoration. 50 ans après Joseph Kasavubu, quel héritage? 50 ans après Joseph Kasavubu, qu'est-ce que le Congo peut retenir de lui? Beaucoup de témoignages dans cette émission, mais pour ce plateau de circonstances, nous recevons pour vous un confrère, un chroniqueur, Jano Nenzaou. Bonsoir ou bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour mon frère Ntseka. Je te présente mes condoléances parce que tu es éprouvé. C'est du deuil que je te tire pour venir témoigner, président Kasavubu, parce que tu as un lien presque direct avec le président Kasavubu. Pouvez-vous nous le dire? Oui, le président Kasavubu a travaillé avec mon père, en dehors des liens familiaux. Mon père fut l'un des deux premiers économistes et financiers congolais. Lui et le ministre Mbeka Makosso. En 1959, quand il a terminé ses études, il a travaillé comme sous-directeur à SEDEC. Et c'est de là, en juin 1960, que le président Kabila l'a pris et l'a nommé comme... le président Kasavubu l'a pris pour le nommer conseiller financier et gestionnaire des crédits à la présidence de la République. Président Kasavubu, sur le plan financier, parlons-en. Le papa, parce que là nous prenons un témoignage de la seconde main. Alors, comment il était, comment il gérait dans le privé son cabinet, son personnel? Selon le témoignage du papa. Normalement, ce n'est pas le président Kasavubu qui gérait. C'était mon père, Jean-Marie Nenzaou, de Congo, qui gérait. Mais le président Kasavubu lui donnait des instructions. Par exemple, neveu, ici à la présidence de la République, on ne peut pas avoir une caisse noire comme chez le roi de Belge. L'argent, c'est pour le peuple, c'est pas pour nous seulement. Moi, président de la République, je ne peux pas avoir une caisse noire. Et quand papa gérait la caisse, par exemple, je viens de lire ce qu'il a écrit, ce qu'il a déclaré à la conférence nationale souveraine, que quand le budget était voté de 12 millions de francs, le président de la République et toute la présidence n'utilisaient que de 2 à 4 millions de 12 millions de francs pour la présidence. 12 millions pour la présidence. Mais il ne dépensait pas plus de 4 millions. Il ne dépassait jamais plus de 4 millions. Donc il n'y a jamais eu de dépassement budgétaire. Jamais. Et le reste, papa remboursait cet argent au trésor public. Et d'ailleurs, papa, dans ce texte-là, a dit que Monjobe, qui fut secrétaire général au budget, est vivant en 1992. Albert Ndele, qui fut le gouverneur de la Banque centrale, était vivant. Quand papa remboursait l'argent, il faisait des documents disant que le gestionnaire des crédits de la présidence de la République, M. Nenzaou, a remis 8 millions ou 9 millions de francs à la caisse. Ce qui fait que, à la fin de son pouvoir, quel patrimoine le président Kasavubu a acquis? Le président Kasavubu était séminariste. Il était avec Monseigneur Moké et le cardinal Maloula, Ambata Kiela, comme séminariste. Après, il a quitté et il a embrassé la carrière administrative comme fonctionnaire public avec Papa Kisolokele et Papa Diangienda, le fils du prophète Kimbangu. Il a travaillé comme tel jusqu'à ce qu'en 1954, ils ont créé avec Zenzalandu l'Abaco pour lutter pour l'indépendance de ce pays. Alors de là,
il continue à travailler comme fonctionnaire jusqu'en 1960. Alors il a acquis 2 maisons. La première maison ici sur Inza numéro 1, c'est sa première maison. Et la deuxième à Boma, qu'il a acquis grâce à l'OCA, Office congolais, OCA d'assainissement, je ne sais pas, qui, j'ai oublié, qui donnait des crédits aux fonctionnaires pour construire des maisons. Là comme fonctionnaire, mais comme président de la République. Comme président de la République, le président Kasavubu n'a presque rien eu, mais en 1963, il a acheté un terrain à Djili Brasserie. C'est là où il faisait l'agriculture avec mon grand-père maternel, Mamadou Diop. Ils sont voisins. Ils ont acheté en 1963 le terrain à Djili Brasserie. Mais est-ce qu'avec le regard d'aujourd'hui, est-ce compréhensible que quelqu'un qui a occupé des fonctions, de plus hautes fonctions de l'État, puisse ne sortir qu'avec un terrain? N'est-ce pas de la naïveté? Non, c'est pas de la naïveté, c'est l'honnêteté qui primait au président Kasavubu. C'était vraiment un homme digne, un président digne de ses noms. Il n'était pas n'importe qui. Aujourd'hui, même des percepteurs de la DGDA construisent des maisons, 4 maisons en étage. Raison pour laquelle le pays est ce qu'il est aujourd'hui. Mais sur le plan privé, familial, humain, c'était quel genre d'homme? C'était un homme très pensif, très occupé dans ses activités, c'est-à-dire son boulot. Et il était toujours avec les gens pour discuter de l'avenir du pays et d'autres activités. Rêvons un peu. Qu'aurait été le Congo, le Zaïre, le Congo, la RDC aujourd'hui si le coup d'État de 65 n'était pas intervenu? On serait loin. Mais est-ce que c'était un coup d'État? C'était pas vraiment un coup d'État, il faut rectifier. Le haut commandement militaire avait jugé bon de mettre un militaire à la tête du pays pour lutter contre les rébellions qui naissaient à tout moment. C'était vraiment pas un coup d'État parce que parmi le membre du haut commandement militaire, il y avait le général Massiala qui était le frère au président Kasavubu. On a parlé quand même du coup d'État. Et comment le président Kasavubu a vécu cette période-là des relégations? Parce que bon, il a dit, j'ai un texte à la maison où il a dit j'ai dirigé le pays à ma manière, maintenant je laisse aux jeunes de diriger pour l'émancipation de notre pays. Mais il s'occupait à quoi? Comment il avait vécu ce moment-là? Était-il heureux? Et il était entouré de sa famille parce qu'on a appris, on lui a refusé l'accès aux soins à l'étranger pendant qu'il en avait besoin. Bon, je n'ai pas la confirmation. Est-ce que c'était vrai? Il était heureux, puis il est tombé malade. Ce sont des problèmes politiques que, bon, moi, j'étais pas, je venais de naître, mais je ne connaissais pas ce qui se passait. Mais dans un livre du gouverneur Mongouya, qui fut aussi opposant au maréchal Mobutu, il a dit que c'était un ministre, un certain Amissi, qui tardait à signer le document pour que le président Kasavubu aille en Allemagne suivre ses soins. Et au jour d'aujourd'hui, Jeannot Nzaou, qu'est-ce qu'on peut retenir de président Kasavubu? Est-ce que l'opinion publique a une image, une meilleure image ou n'importe quelle image du président Kasavubu? Est-ce qu'on parle de lui? Est-ce qu'il est actuel? Le président Kasavubu est resté dans la mémoire collective nostalgique. On ne parle pas de lui, mais ceux qui l'ont connu, ils sont plus nombreux, tous sont partis, parlent d'un homme honnête, d'un homme qui gérait bien,
Mais les gens d'aujourd'hui, même nos politiques, ils n'ont rien réservé pour le président Kassabou. Même pas une messe d'action de grâce, même pas une conférence scientifique sur la gestion ou le pouvoir du président Kassabou. Donc rien. C'est comme si il n'a pas vécu. Mais tout le monde retient que le premier président de la République de ce pays, c'est le président Kasavubu, un homme digne, un homme honnête. Dans ce pays où les pouvoirs sont le pouvoir de tout, de retour Nayo, de retour Nangaï, mais ceux qui sont passés, comme leur tour est passé, on les a oubliés, sauf si on a des liens directs avec cela. Vous voyez bien que à ce lieu aujourd'hui, où se trouve l'image matérielle ou matérialisée du premier président de la République, il n'y a aucune cérémonie officielle. À l'occasion de sa mort, il est mort le 24 mars 1969. Depuis cette date, on l'a oublié. Tous les pouvoirs qui se sont succédés jusqu'à présent ne pensent pas à lui. Comme c'est par lien, parce que dans ce pays tout marche par lien, nous qui avons un lien direct avec lui, nous ne l'avons pas oublié. C'est pour ça que nous venons chaque année à cette date pour commémorer sa mort. La signification que je donne à ce jour mémorable du 24 mars, c'est vraiment une journée qui reste marquée dans nos cœurs. Nous n'avions pas pu rester insensibles à ce jour, c'est pour ça que nous sommes venus ici devant le monument qui a été érigé par le président Kabila, Joseph Kabila Kabange, qui nous a érigé ce monument en signe de mémoire. Et à chaque fois que le 24 mars arrive,
Ce jour-là, pour nous, est une pensée très pieuse en sa mémoire. Si tout le monde aujourd'hui reconnaît les grands bienfaits du président Joseph Kasavubu, aujourd'hui, on reconnaît que grâce à lui, la table ronde a été confirmée. Grâce à lui, nous avions eu l'indépendance de ce pays, la RDC. Il est impératif qu'aujourd'hui, le gouvernement s'implique à fond pour pouvoir élever ce grand héros à ce qui lui revient, héros national, et déclarer un jour férié pour le président Kasavubu. La première chose qu'il faut retenir, que c'est un homme qui a servi le pays. C'était une priorité pour lui. Et c'est ainsi que lorsqu'il quitta ce monde, il le quitta avec les mains vides. Et il n'avait pas de problème avec les gens parce qu'il évitait d'avoir des problèmes. C'est un homme, un grand homme qui a étudié au séminaire, au petit séminaire et au grand séminaire. Donc vraiment, il s'attachait à ce que Dieu recommandait à tout le monde pour vivre très bien avec ses voisins et ses proches. Je suis content de voir que cette cérémonie a lieu. On avait l'impression qu'on l'avait oublié, mais on ne saura jamais oublier un pareil chef que j'ai connu. Je l'ai interviewé lorsqu'il était président de la République, à la veille ou pratiquement à la veille de sa destitution. Autour de quoi cette interview? Cette interview, en fait, c'est le président Kasavubu lui-même qui l'a sollicité parce que, retour d'Addis Abeba, il voulait s'expliquer sur ce qui s'était passé à Addis Abeba. Notamment qu'il rejoignait le camp des chefs d'État, comment dirais-je, révolutionnaires, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire le camp des Nasser, des Sékou Touré, des Kwame Nkrumah et tout le reste. Et il n'était jamais compris dans son propre pays, au point que le président Mobutu, alors commandant en chef de l'armée, avait dit que le moment viendra où il prendra position pour s'opposer à l'orientation à laquelle le président Kasavubu s'est dirigé. Vraiment, je vais fixer l'opinion. Le monsieur que nous commémorons aussi, il s'appelle Mbuta Joseph Kasavubu. C'est le tout premier président de ce pays. Donc quand on parle des pères de la nation, c'est lui. On voit en première, puisqu'ils se sont sacrifiés, c'était un groupe de vaillants. Et heureusement pour le bon Dieu, il a fait des choses pour que toutes les provinces composant la République soient à ces rendez-vous-là, à cette messe-là. Ils étaient là, ils ont fait le nécessaire pour que nous parlions aujourd'hui de la République démocratique du Congo. Et rapidement, quand nous parlons de Mbuta Joseph Kasavubu, il y a des éléments qui ne peuvent échapper, notamment la bonne gestion et une manière autre de gérer la cité, donc le pays. La politique a connu ses effets pendant la règne de Mbuta Joseph Kasavubu. Il a géré le pays comme il fallait et il a laissé des empreintes. Aujourd'hui, tout Congolais doit s'en approprier parce que ce sont des modèles que nous recherchons constamment pour la lumière de notre nation. Journée lelo ya journée munene pona RDC mobimba. Metala. Esali biso pasi, esali biso mawa. Soki Kasavubu, Joseph Kasavubu abotaka te. Mais le pasi na ndambo ya banen Congo batelemi. Et journée lelo ya journée munene pona
mutu nyonso aza mutu ya RDC. Eza fete monene mpona RDC. Mais makambo oyo emonani te, tosepeli boye te, eleki bien te, ata bolingaka ye te. Mais bolinga ta kombo na ye. Kombo na ye nani? Joseph Kasavubu. Na Kisasa awa, commune Kasavubu ezali. Même na kombo na ye kaka tokangama na kombo ya Kasavubu. Journée ya ye, eleki kaka boye. Bakonzi oyo bazoya, oyo baye déjà. En tout cas, ba raisonner journée lelo pour na Kasavubu. Pour na journée lelo fa ezane. Il fallait dans la journée monene ndenge to fêter rapé, ba mususu oyo batika biso. Baza ebele, ba journée na ye banaka. Tolingi pe ya Joseph Kasavubu ye bana. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui qu'il y a cette forme d'indifférence? Je ne sais pas si le mot est fort. Cette forme d'indifférence de la part de la classe politique. Est-ce l'actualité politique qui occupe tout le monde ou sinon Kasavubu est déjà dans les oubliettes depuis? Bon, maintenant je parle comme sociologue. Tu sais que ce sont les Bakongo qui ont pour la première fois vu le blanc. Tu sais que la lutte de l'indépendance de notre pays a été menée premièrement par le Bakongo. La lutte de l'indépendance du Congo-Brazzaville a été menée par le Bakongo. La lutte de l'indépendance de l'Angola a été menée par Holden Roberto, le père de l'indépendance de l'Angola, qui fut un Mukongo. Donc partout, le Bakongo, on ne parle presque plus de Bakongo là, parce qu'il y a complexe. Ceux qui ont pris la charge de la destinée du pays, de ce pays-là, ont été élevés, je ne sais comment, mais ils n'étaient pas dans la classe supérieure. C'était les Bakongo qui étaient de la classe supérieure. Les premiers administratifs furent des Bakongo, partout dans ces trois pays. Alors, jusqu'à aujourd'hui, les Bakongo sont négligés. Nous avons eu un gouvernement ici sans un Mukongo. Et aujourd'hui, le leadership des Bakongo ne se voit pas. Mais je crois que c'est à nous deux de commencer à parler de Bakongo. N'est-ce pas, on peut, certaines opinions peuvent voir déceler quelque chose de très sectoriel, de ghettoïste dans tes propos. Parce que nous parlons du Congo au jour d'aujourd'hui. On a chargé le président Kasavubu à un certain moment d'être les rois du Congo. C'est-à-dire pour lui, il n'y avait que le Congo central qui existait. Il n'avait pas la vision nationaliste. N'est-ce pas? Tu es en train de t'inscrire dans cette logique-là. Non. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit du Congo. Parce que si nous dénonçons, l'indifférence, c'est par rapport à l'ensemble du pays. Quand on célèbre Mouzé, quand on célèbre Lumumba, c'est toute la classe politique. Ce n'est pas seulement les Batété là ou les Katanga. C'est tout le Congo. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas ici. C'est ça notre problématique. Non mais Serge, nous sommes frustrés, nous, le Bakongo. Quand le Bakongo appelait Kasavubu roi, c'était au début de l'Abako. L'Abako signifie quoi? Alliance des Bakongo. Au départ, c'était pour le développement du secteur Congo. Mais après, c'est lui qui a demandé l'indépendance totale de la République du Congo. Le Lumumba, qui se disent nationalistes, demandait l'émancipation. C'est Kasavubu qui a demandé l'indépendance totale. Eux, ils étaient limités. Kasavubu, vous voyez loin. Le 4 janvier a donné une certaine ampleur, envergure à Kasavubu. Était-ce un leader? Kasavubu, c'était un meneur d'hommes. Le grand leader, le grand meneur d'hommes. Le 4 janvier, c'était le meeting de l'Abako. Raison pour laquelle le 4 janvier, quand on a eu à tourner l'émission, je vous ai dit qu'on désigne, qu'on déclare la journée du 4 janvier, journée de l'Abako, et non journée des martyrs de l'indépendance. Et pourquoi? C'était les Bakongo qui furent à la base de cette journée-là, et c'était les Bakongo qui ont été tués, et c'était les Bakongo qui ont été
arrêtés. Voyez les listes, vous me donnez. Jeannot Nenza, où est-ce que vous avez des éléments pour étayer ça? Est-ce qu'on peut vérifier ce que vous êtes en train de dire? Moi, allons, j'ai vu un journal Congo de frères Kanza de 1959 à la bibliothèque de CEPAS. Il y a les noms de gens qui ont été arrêtés, le nom des gens qui sont morts. Vous verrez que c'était seulement de Bakou. Et au jour d'aujourd'hui, on trêve des plaintes. Qu'est-ce qu'il faut pour réhabiliter Joseph Kasavubu dans la mémoire collective et surtout dans la mémoire des plus jeunes, pour qu'ils soient logés aux mêmes enseignes que les autres? Il faut des gens sérieux, des dirigeants sérieux. Il faut un ministre de la culture qui maîtrise l'histoire du pays, un ministre responsable qui peut tout recadrer. Tu sais que les gens ne parlent pas. Quand on parle de l'autre garçon là, Lumumba, on ne parle jamais de Kasavubu. Lumumba a été arrêté en 1960 quand les leaders politiques sont partis en Belgique. Lumumba avait volé l'argent de Pollard, là où il travaillait. Nous sommes à la télé. Alors, nous sommes à la télé. On l'avait arrêté. Volé. Mais à partir de la Belgique, Kasavubu a déclaré devant le Belge, nous quittons la salle jusqu'à ce qu'on libère Lumumba et qu'il vienne s'associer à nous pour discuter de l'indépendance. Et on a libéré Kasavubu grâce à ce Mukongola on a libéré Lumumba grâce à ce Mukongola de Kasavubu. Et quand on parle de Lumumba, on ne parle pas de Holden Roberto, le père de l'indépendance de l'Angola. C'est lui qui, à partir de Kisangani, où il travaillait comme comptable chez Aladef, qu'il a initié Lumumba dans la politique. Et c'est lui qui a demandé à Lumumba, descendons à Léopoldville, où j'ai déjà préparé Kasavubu, Kouyena, Nzezalandu, pour lutter pour l'indépendance du Congo. Mais si sur le chiquier national, il y a cette forme de silence, mais au Congo central non plus, il n'y a rien qui se fait, ça ne bouge pas. Là, ce ne sont pas les autres. Mais justement, qu'est-ce qui peut expliquer cette léthargie? Quand nous avons des hommes politiques distraits, des gens déséquilibrés qui ne veulent rien comprendre, qui ne font rien. Mais on les appelle ministres députés. C'est à Kinshasa qu'on trouve le monument réalisé par le gouvernement provincial de Kinshasa. Et dans le Congo central, il n'y a rien, par exemple. À Singini, oui, c'est à Singini, mais à Matadi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. Depuis le matin, tu es là depuis 10 heures. Tu as vu combien de députés Congo, combien de ministres Congo, combien de dirigeants d'entreprises Congo ici. Ce sont des gens déséquilibrés, je dis. Maintenant, à l'heure des élections, on a voté pour les présidentielles, les législatives à haut niveau et les sénatoriales qui ont posé problème. On ne rentre pas dans le fond. Et le gouverneur, les élections du gouverneur qui vont arriver. Mais là, c'est une sorte parce que vous parlez des politiciens distraits, des politiciens sans vision. Mais là, on va rentrer. Il y a toutes les provinces, y compris le Congo central, parce qu'il s'agit de Kasavubu aujourd'hui. Alors, quelle est la chance? Comment les grands électeurs devront voter pour résorber? C'est ce que je dirais, c'est cette crise, c'est ce manque. Oh oui, là, c'est un problème sérieux. On a connu des problèmes ici et partout d'ailleurs à l'élection des sénateurs. Mais moi, je vois le cap sur l'élection du gouverneur. Une fois, j'étais ici, de l'autre côté, chez Papa Maloa. Dans cet immeuble, on s'assoit souvent avec Papa Maloa en bas. J'ai vu des jeunes de Kimpwanza courir vers une jeep qui s'était arrêtée là-bas. J'ai regardé, j'ai vu le ministre Guy Matondo qui est descendu. Alors moi je croyais qu'il distribuait l'argent. Et c'était
j'ai vu que ce n'était pas sérieux de distribuer l'argent dans la rue comme ça. Or, c'est le ministre Guy Matondo qui nettoie la place Kasavubu, la place Kimpwanza. Et ces jeunes-là, ce sont des gens qui s'occupent de cette place et c'est le ministre Guy Matondo qui leur donne l'argent pour que cette salle, cette place, le seul rond-point propre de la ville soit comme ça. C'est un homme à encourager. J'ai appris aussi qu'il est candidat gouverneur. Je crois que le Bessi-Congo, parce que les gens parlent souvent de Né-Congo. Non, les originaires de Congo, on les appelle des Bessi-Congo, doivent voter pour ce monsieur-là, Guy Matondo. Là, vous vous adressez aux grands électeurs, aux députés provinciaux. Ils doivent voter Guy Matondo. C'est un homme sérieux. Je l'ai connu jeune à la NESA, à l'actuelle FEC, quand mon oncle fut directeur là-bas. Je le voyais. On ne se parlait pas, mais je le voyais. C'est un homme digne. Et pour apporter quoi par rapport à tout ce qu'on a connu comme gouvernance jusque-là? Et avec lui, quelles pourraient être les chances de Guy Matondo a géré le gouvernement provincial ici. Je crois qu'il connaît beaucoup de choses, bien qu'il n'était pas gouverneur. Mais je crois qu'il connaît beaucoup de choses et il a ses projets et son plan. Je crois que ça réussira. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, fidèles téléspectateurs. Vous aurez compris que cette émission a été entrecoupée de témoignages, beaucoup de témoignages, de quelques personnalités qui s'y ont fait le déplacement de la place Kimpwanza pour commémorer. 50 ans, c'est pas rien quand même. 50 ans, c'est quelque chose dans la vie d'une personne, mais pour une personne qui a mis le Congo en orbite et qui a fait en sorte que nous ayons une certaine notabilité, une certaine respectabilité, ça mérite un peu plus que ça. Jeannot Nzaou, vous avez la parole pour conclure cette émission. Oui, en dehors de... Bon, j'ai déjà parlé de ça. Nous devons avoir des bons ministres de la culture qui comprennent l'histoire de ce pays. Un ministre de la culture ne doit pas se focaliser à écouter la chanson. Un ministre de la culture doit tout voir, doit tout régler. C'est un ministre régulateur. Raison pour laquelle l'autre fois j'ai dit, pourquoi pas moi, un ministre de la culture. Diplômé en anthropologie et en sociologie, je peux bien diriger ce ministère et l'élever. Parce que c'est un ministère qui élève, qui forme, qui recadre, qui fait beaucoup de choses. Mais c'est limité à la musique. Où est Abikeko? J'espère que le nouveau régime vous a entendu et que nous sommes à la quête de l'excellence, pas seulement au niveau national, même au niveau provincial, Kinshasa, Bako, Congo central. Une valeur sûre, Jeannot Nzaou, un confrère que nous aimons et admirons beaucoup pour ses qualités intrinsèques. Merci d'être là, vraiment, c'est même le patriotisme endeuillé, mais vous êtes venu répondre à notre invitation. Merci. Merci et merci à vous qui avez suivi cette émission. C'était les 50 ans de la mort, 50 ans après la mort du président Kasavubu. C'est à vous de prendre des leçons, à tirer des leçons. Portez-vous bien, très bonne suite des programmes sur vos chaînes. Ciao.